Bon allez, au boulot, hein. C'est pas tout, mais on a quand même un débrief hebdo à faire. Enfin, un peu de calme dans ce monde de brut. Pourquoi les marchés sont apaisés? Et contrairement à ce qu'on peut croire et penser, c'est aussi le cas sur les cryptos où l'hémorragie a été stoppée après l'affaire FTX. Qu'attendre de la suite? Je vous donnerai mon avis et on va parler aussi de la route du Rhum. Non, pas celle-là de Rome. La course de bateau là. Bah oui, c'est un peu tôt là, c'est dimanche matin. Deux bagarres contre le marché. Donc oui, un débrief hebdo bien chargé, histoire de bien commencer dimanche. Les élections américaines de mi-terme sont terminées et les assemblées restent aux mains des démocrates. C'est l'heure aussi déjà de se lancer dans les prochaines élections présidentielles et Donald Trump va revenir. Enfin, en tout cas, il va essayer parce qu'il a quand même deux concurrents qui pourraient prendre sa place au sein des Républicains. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, et Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump. Cette semaine, nous avons eu l'indice des prix à la production, autrement dit le PPI, qui succède à l'indice des prix à la consommation, le CPI. Et finalement, ça n'a pas créé de grandes surprises, même si le PPI a été inférieur à ce qu'attendait le marché. 0% sur le mois d'octobre contre plus 0,3% attendu. Une bonne nouvelle pour les marchés qui n'ont pas pour autant été surpris. Ça veut dire que oui, l'inflation est en train de ralentir. D'où le fait, et ça va nous servir pour après, qu'après cette ascension fulgurante qu'on a connue ces dernières semaines, les indices restent scotchés au plafond. On est d'ailleurs peut-être même proche d'une euphorie. Alors, pas extrême tout de même, ne nous emballons pas. Mais comme on le voit sur le graphique, on s'approche des 75%. Et août dernier, on y était. C'était justement avant la baisse qui avait derrière enclenché des nouveaux plus bas annuels. Rattrapons le débrief hebdo de dimanche dernier qui n'avait pas eu lieu avec cette fameuse inflation aux États-Unis. Elle a créé la bonne surprise, 7,7% sur 12 mois glissants. Et à noter que dans la composition de cette hausse des prix, la moitié est liée au prix du logement. Et si tout va bien, l'inflation devrait continuer à ralentir avec cette partie verte qui correspond aux services. C'est là où l'inflation devrait perdurer. Ça permet déjà au dollar américain de se détendre. Ici, on est face à un panier de devises. Il a même enfoncé une zone support qu'on surveillait, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2 ans. Donc, il s'est quand même vachement bien détendu. Ce qui d'ailleurs a été le cas sur le taux à 10 ans aux États-Unis, mais pour lui, il s'est simplement stabilisé. Il n'y a pas eu vraiment de retournement même à court terme. On reste sous les 4%, c'est déjà pas mal pour apaiser la situation. Et surtout pour soutenir les actifs risqués, les actions, les indices. 14 décembre, prochaine réunion et dernière de l'année de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Selon 80% du marché, et même un petit peu plus, on devrait avoir seulement une double hausse des taux, alors qu'avant ce chiffre d'inflation, la grande majorité estimait qu'il y aurait une triple hausse des taux. Là où je vais insister aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu une première bonne surprise au niveau de l'inflation que la page de la hausse des prix est tournée, que la page de la hausse des taux d'intérêt est également tournée et qu'on est déjà en train d'anticiper à quel moment la Fed va potentiellement rebaisser ce taux directeur, ce qu'on appelle le pivot. Et ce premier bon chiffre ne peut pas pour le moment déterminer si l'économie va être entachée par cette remontée des taux depuis ces derniers mois. Parce que oui, il y a toujours un décalage, un lag, un temps de latence, le temps que l'économie absorbe tout ça. C'est pourquoi, même si ça calme les marchés, et tant mieux, cette semaine n'a pas été non plus la fête du slip. 94% des entreprises de l'indice SP500 ont publié, c'est pour le 3e trimestre. Pour 69% d'entre elles, c'était meilleur que prévu en termes de bénéfices nets par action. Ce qui nous donne 2,2% de croissance de bénéfices. C'est bien, mais c'est quand même la plus faible croissance qu'on a connue depuis le 3e trimestre 2020. En même temps, 3e trimestre 2020, c'était complètement pourri puisque c'était après le Covid. Enfin, pendant le Covid. Et oui, nous sommes en bear market. À tel point que l'indice de Jones est à 8% de ses records historiques. Même chose pour l'indice CAC 40, si on intègre les dividendes, le CAC 40 GR. Et puis voilà, j'ai fini la phrase en fait.
Après avoir travaillé à l'achat pendant plus d'un mois, malgré le contexte et la bonne nouvelle qui est enfin arrivée, permettant d'ailleurs de rallier des gros niveaux de résistance qui correspondaient en fait à nos objectifs. D'ailleurs, c'était sur beaucoup d'indices, ici et là. Et ben, c'est là que ça se corse un peu. Parce que on arrive donc proche de zones de résistance, des lits un peu partout, qui oui, ont déjà dans le passé entraîné des rechutes, ce qui, en termes de timing, nous incite à être prudents, voire plutôt à la vente. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus de mauvaises nouvelles qui permettraient de justifier une rechute, en tout cas pas tout de suite, pas d'autres mauvaises nouvelles qu'on ne connaît pas déjà. C'est pour ça que le marché reste scotché tout là-haut. Alors cette semaine, ça a été très calme. On est dans la digestion positive, ça change, hein, ça fait pas de mal, pas s'en plaindre pour une fois que ça passe bien, mais qui nécessite soit d'être très réactif, c'est-à-dire jouer dans un range, comme Rodolphe d'ailleurs l'a très bien fait tout au long de cette semaine, notamment sur le DAX, c'est ce qu'on appelle l'intraday, ou alors très patient, comme on l'a fait sur le CAC 40, ça s'appelle le swing. Parce que oui, du coup, j'ai pris une première position à la vente sur le CAC, 6590 points, et pendant 4 jours, eh ben, il s'est rien passé. Ah, mais rien, c'était... rien du tout. Alors dans ces cas-là, bah, tu t'occupes quoi, toi, tu fais les 100 pas, ça, tac, 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 voilà. Et enfin, on enfonce les premiers supports horaires. Donc, en horaire, on commence à avoir des signaux qui vont dans mon sens. Qu'est-ce qu'on fait? On renforce. Ça part, bam, je sécurise. Au cas où, hein, il serait capable de tout remonter quand même. Je tiens quand même les positions puisque l'objectif c'est en swing, hein, donc le but c'est pas de prendre 40-50 points. Et puis finalement, les marchés américains ouvrent, ça c'est le jeudi, ils tiennent et même ils tentent de relancer. Alors j'ai absolument aucun regret déjà d'avoir pris des positions à la vente, hein, puisqu'en swing, bah, c'était le bon sens, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine. Il y avait absolument sur cette unité de temps rien d'autre à faire de plus. Et le plus important maintenant, c'est de ne pas insister si le marché ne me donne pas des signaux qui vont dans le sens de ce plan. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. C'est toute la différence entre se battre pour une conviction forte, alors que les voyants ne vont absolument pas dans ce sens, et rester rigoureux, accepter, alors pas l'échec, hein, puisque en l'occurrence c'est pas un échec, mais accepter de remettre en question cette stratégie parce que pour le moment le marché ne nous donne pas raison. Ça a été le cas quelques heures et il n'y a pas eu de relais ensuite. Et c'est pour ça qu'en swing, je dis toujours qu'il faut charbonner quand le marché va dans le sens de nos plans parce que c'est là qu'il faut faire la performance et être en retrait, c'est ce qu'on peut appeler aussi défensif lorsque ce n'est pas le cas ou tout simplement lorsque le marché ne fait rien. On va pas inventer les variations de marché ou alors travailler ailleurs, mais ça on va le voir juste après. Et si on travaille finalement sur cette psychologie, je dirais, d'humilité, on n'est pas dans cet esprit de se battre contre le marché. Mais on se bat pour appliquer une stratégie qui se déclenche dans le sens d'un plan qu'on a identifié. Notre chemin, c'est le processus. Et ça, c'est l'opposé de l'ego. Alors, faut-il continuer à travailler à l'achat en intraday? La réponse est oui, tant qu'il n'y a pas d'invalidation. Je vous donne ici quelques niveaux, quelques indices, quelques actifs, quelques configurations. Et si on veut effectivement continuer à travailler dans le sens de cette tendance primaire haussière horaire, dans ce cas-là, il faut omettre volontairement la proximité de ces zones daily, en gardant en tête que oui, elles peuvent bloquer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé tout au long de cette semaine. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des bons points d'entrée, hein, comme on l'a fait sur IVT, avec Rodolphe donc sur le DAX, voire même d'ailleurs sur le Dow Jones. Et j'ai même pris en intraday, ça m'a pas empêché de prendre un short sur l'IBEX. Vous êtes quand même nombreux à l'avoir suivi. Ça a bien fonctionné. Le premier objectif a été atteint. On a allégé, on a sécurisé, le marché a tenu, c'est reparti. On s'est fait sortir au cours d'entrée sur l'autre moitié. C'est pas grave, on recommencera si le marché le décide. Alors pourquoi l'IBEX? Tout simplement parce que c'est le premier qui m'avait donné des signaux baissiers en intraday. Pas obligé d'avoir toujours des œillards sur le même truc. À quel moment faut-il re-rentrer, si ça se dit, en daily à la vente? Donc quand le marché va nous donner des indications qui vont dans ce sens, je l'ai fait une première fois, ça a commencé à se déclencher, j'ai invalidé rapidement, je n'insiste pas. Eh bien je surveillerai des breakouts baissiers daily à minima, de rupture donc des plus bas précédents journaliers. Et là encore, voici quelques niveaux sur quelques indices en restant
et ça c'est très important sur l'unité de temps daily, voilà quelques configurations. FT, tu laisses un petit peu les graphiques parce que quand tu les mets en 3 secondes, les gens ils n'ont pas le temps de voir. Il y a quand même peut-être 2-3 personnes qui prennent des notes éventuellement si ça les intéresse. Donc tu t'occupes, tu mets une musique d'attente, que tout le monde puisse patienter. Comme ça, ceux pour qui ça n'intéresse pas, au moins, ça les occupe 3 minutes. Un peu moins de 3 minutes. Pour conclure, on reste sur l'unité de temps sur laquelle on travaille. On accepte que le marché ne nous donne pas raison tout de suite. Ça évite toutes les convictions fortes contre le marché qui peuvent nous mener à la ruine. Peut-être pas tout de suite, mais à long terme, ça viendra. On reste rigoureux, objectif et sans deviner mieux que les autres où va aller le marché demain. Cette semaine, c'était rangé. Mais ça ne va pas le rester indéfiniment. C'est pour ça qu'il faut continuer à rester discipliné tous les jours. Bon, alors sur les cryptos, bon, l'affaire FTX a quand même fait couler beaucoup d'encre, beaucoup en parlent encore. Faillite de la deuxième plus grosse plateforme crypto au monde. Le mec, il a fait nimp. Bon, sans rentrer dans les détails, je vais simplement donner mon avis. Premièrement, oui, bien évidemment, c'est une catastrophe pour l'écosystème. Au niveau de la confiance, qui même si elle est causée par une seule personne, alors entre parenthèses, dans la boîte FTX, pas de comptabilité. Les Bahamas qui touchaient même de l'argent hacké par SBF lui-même pour lui envoyer des fonds. Au-delà même de s'amuser déjà avec le compte des clients pour une autre société de trading qu'il détenait. Il s'achète des maisons ici et là avec l'argent des clients. Bonne idée, c'est bien. 100 000 $ de repas par semaine. Bref, donc ça touche une plateforme crypto. Ça ne touche pas le fonctionnement des blockchains comme le Bitcoin, mais clairement la crise de confiance est là. Au-delà du fait qu'il y ait des millions de personnes qui ont été impactées directement et financièrement avec les fonds qu'ils ont déposés chez FTX, malheureusement également attirés par des rendements qui fonctionnaient jusque-là très élevés. Ça pouvait aller jusqu'à du 8% par an. Et donc oui, cette crise de confiance va durer un moment. Donc il ne faut pas minimiser la gravité, mais malgré tout, on ne peut pas tout jeter. J'en viens donc au deuxième point, la preuve avec la capitalisation totale, finalement qui revient sur les plus bas de cet été, sont les plus bas annuels. Avec certaines cryptos, oui, qui restent dans des tendances moyen terme neutres, voire haussières. L'Ethereum, par exemple, lui est dans un range entre 1000 $ et 2000 $. Matic, ici, QNT par exemple sur ce graphique en daily, BNB ou même Chiliz qui a repris 70% depuis les plus bas de la panique FTX. Et il y a une deuxième catégorie, des cryptos qui étaient déjà faibles avant et qui le sont forcément encore plus aujourd'hui. Généralement, elles sont sous les plus bas de cet été. Exemple Solana, alors qui est impacté aussi directement, indirectement par FTX. NIR qui était faible et qui le reste encore et il y en a bien évidemment plein d'autres. Troisième point, donc la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'on doit tout jeter? La réponse est non. Faut-il acheter celles qui ont le plus baissé dans l'espoir que ce sont elles qui remonteront le plus quand le marché repartira? Non. Faut-il surveiller des redémarrages à court terme de celles qui résistent mieux dans ce contexte? Des signaux qu'on aurait qui nous permettraient de revenir sur les plus fortes? Oui. On va suivre donc 50% de retracement de ces 2 journées baissières daily qu'on a eu partout. Ce qui permettrait, si on repasse au-dessus, notamment aussi d'avoir des invalidations claires sous les derniers plus bas, de détecter finalement celles qui ont le plus de résistance malgré le contexte, sans nier bien entendu que FTX met un coup d'arrêt à une dynamique positive qui en plus de ça aurait largement pu être accompagnée et permettre de suivre justement les marchés traditionnels qu'on a vus avant, où il y a enfin des bonnes nouvelles. Bref, dans ce troisième point, c'est continuer à faire du mieux possible avec ce qu'on a et ce que le marché nous donne. Donc ces quelques éléments de réflexion permettront de garder la tête haute. Courage, bien entendu, à toutes celles et ceux qui ont subi FTX. Faut pas lâcher. Ça reste un marché encore jeune qui doit apprendre à se structurer, à s'auto-structurer parce qu'il n'y a pas d'autorité de régulation, de centralisation. Et tout le monde le sait qui est encore volatile. Donc l'effet de levier, non, ce n'est pas possible. Et qui a encore beaucoup de choses à apprendre, mais surtout des choses à prouver, à montrer qu'il est capable de vivre
sans réglementation, avec cette notion de décentralisation, parce que clairement, si les gens continuent à faire n'importe quoi, bah, ça décrédibilise finalement tous ceux qui, au contraire, essayent de faire ça proprement. Attention à ne pas tout jeter, à céder à la panique partout. Faut prendre du recul, même si clairement c'est pas simple. Et bon, voilà, c'est clair que sans ça, avec les bonnes nouvelles qu'on a eues sur les marchés tradis, bah franchement, le marché crypto n'avait pas besoin de ça. Semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec les PMI ici et là, avec aussi une journée importante. Si jamais vous aviez l'intention de venir sur IVT, en tout cas, si vous vous posez la question. N'oublions pas la route du Rhum. IVT s'est lancé dans cette route du Rhum virtuelle, hein, bien entendu, avec notre skipper en chef Roby. 50 IVTI se sont lancés, ont répondu présent. Ils sont partis avec leur bateau comme ça à la rame. C'est avec des voiles. Donc oui, il y a eu des débutants qui se sont lancés dans l'aventure, des professionnels également de la glisse. C'était une belle expérience commune et bravo à tous. Et même à un moment donné, parce qu'il y a quand même quelques dizaines de milliers de participants, il y en a combien de participants? 145 776. Et bien à un moment donné, le bateau IVT était le numéro 1 mondial. C'est pas une blague. J'ai pris le screenshot. Je t'avoue, bon, entre nous, j'ai pris le screenshot au bon moment parce que ça n'a pas duré très longtemps. Ah, mais quand même, c'est pas mal. Bravo à Wallet qui a fini premier parmi les 50 IVTistes. 862e mondial. Une belle perf. 8 autres ont terminé dans les 4000 premiers. Très belle perf. Et l'équipe IVT dans son ensemble termine dans le top 100 des équipes. Belle cohésion globale à renouveler, voire à dupliquer. D'ailleurs, on peut pas dupliquer ça, on fait pas une team CS par exemple. Moi je suis chaud, hein. Moi on tire sur les bonhommes. Allez, c'est déjà terminé. On n'oublie pas le like qui va bien si ça t'a plu. Merci de votre soutien. D'autant plus qu'il faut rattraper les likes qu'on a loupés dimanche dernier. Très bon dimanche à chacun d'entre vous. Merci et très bon dimanche du coup. Ciao.